Hello, c'est Gonzague et aujourd'hui j'ai avec moi une caméra Foscam FI 99-28P en test. C'est un assez gros modèle puisque je crois que c'est le plus haut de gamme chez eux. Foscam vous connaissez peut-être parce que c'est la marque la plus connue de caméra IP chinoise, on dira. Bon, ces marques d'ailleurs chinoises ont été un petit peu au cœur de l'actualité parce que malheureusement le logiciel n'est pas toujours super protégé et parfois des comptes utilisateurs cachés, des backdoors, des choses comme ça, donc c'est pas génial. C'est ce qui a pu permettre de lancer des attaques DDoS. Alors j'ai pas avec moi de quoi tester les communications qu'effectue celle-là parce que je suis chez mes parents et que c'est pas l'endroit le plus approprié pour moi pour faire ça. On va plutôt s'intéresser à la caméra en elle-même et à ses fonctions. Alors donc c'est un dôme PTZ. PTZ, ça veut dire qu'on peut faire tourner la caméra pour qu'elle regarde ailleurs que l'angle dans lequel elle a été fixée. Elle peut tourner à 355 degrés sur les côtés, donc de cette façon-ci. Et je crois, je vérifie, mais 90 degrés de tilt dans ce sens-là. Donc c'est une caméra avec un capteur 2 mégapixels, ce qui fait des images qui ne devraient pas être dégueu. Un zoom optique 4 fois, donc à l'intérieur il y a un petit moteur qui va la faire zoomer. Et un zoom numérique je crois qui est de 6 fois. Il y a un slot pour carte SD. Quelques fonctions pas mal, ça s'est bien amélioré parce que moi j'avais acheté une Foscam il y a très longtemps, genre, il y a 7 ans. Et à l'époque il n'y avait vraiment aucune fonction et les interfaces web étaient dégueu. Et de ce que je crois avoir compris, ça s'est bien amélioré ces derniers temps. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Une alimentation électrique. Une antenne pour le Wi-Fi, parce que la caméra est connectable en Ethernet et en Wi-Fi. Bon, l'antenne elle fait un peu fragile. Un câble Ethernet pas très long. Des bouchons pour faire l'isolation avec le câble Ethernet. En fait, ça vient se visser ici. Donc ça c'est la connectique. Donc, vous avez une connectique vidéo, S-vidéo et audio assez classique. L'alimentation, un port I/O qui permet d'envoyer des alertes et d'en recevoir. En gros c'est des contacteurs, le port Ethernet sur lequel on pouvait bien pouvoir se visser. En parlant de visser, un petit peu de visserie. Bon, voilà, si c'est vrai que les vis sont assez grosses et elles ont l'air résistantes à la rouille, ce qui sera nécessaire. Désolé pour le vent, je suis en extérieur, dans le Nord-Pas-de-Calais, et il souffle. La caméra en elle-même, qui est un beau bébé. Alors, je la sorte à une main, voilà. Ça fait un certain poids parce que c'est tout en métal. Donc elle vient se fixer comme ça au mur. Si on veut la présenter, ça se fixe comme ceci. Il y a un petit passage pour le câble en dessous du pied là. Hop. Voilà. Et après, avec votre smartphone, un logiciel de surveillance, un PC, on va pouvoir orienter la caméra. Donc j'ai pas fait le tour des fonctions logicielles pour l'instant, puisque ce que je veux c'est d'abord essayer de la fixer et voir si elle fonctionne. J'aimerais bien la mettre sur un arbre qui est là-bas, parce que mon problème c'est que je n'ai pas du câble Ethernet partout dans la maison. Alors ce qu'on voit là, c'est à la fois le capteur mais aussi les illuminateurs infrarouges. Foscam annonce une distance de fonctionnement de l'infrarouge, c'est-à-dire de permettre de voir dans le noir grâce à ça jusqu'à 60 mètres. Donc c'est quand même assez bluffant si c'est le cas. Il y a aussi le petit capot, c'est un espace pour mettre une carte mémoire qui permet de faire du stockage local sur la caméra. Bref, tout un programme. On va voir comment ça fonctionne. J'ai installé avec mon père la caméra Foscam FI 99-28P, en nom très simple, dans la boîte est là. Et voilà, donc j'ai eu maintenant l'occasion d'essayer l'interface web, de voir les difficultés qu'on pouvait rencontrer sur l'installation, sachant qu'il y a donc une partie qui est assez facile, une partie qui est un peu difficile. Je m'explique sur le pourquoi du comment. La façon dont la caméra se présente, c'est-à-dire donc sur un support mural comme ça, fait qu'il est assez compliqué de venir visser la caméra sur un mur, parce qu'on n'a pas vraiment d'accès direct au trou du support, donc c'est un peu galère. On peut démonter la caméra, mais ça n'a pas été la façon la moins prévue de le gérer. Et ensuite la caméra ne peut pas être alimentée en PoE,
Donc il faut absolument faire arriver une alimentation électrique à proximité, ce qui peut être galère pour pas mal de gens. Je vais aller vous montrer à l'extérieur comment ça fonctionne, et puis on va revenir après sur le logiciel de celle-ci, donc notamment son interface web, puis il y a aussi une application mobile. C'est quand même un peu le moment de voir la caméra en vrai et en action. Alors il y a beaucoup de vent, je suis désolé, on est dans une région où c'est un petit peu inévitable. Et la caméra est installée ici, juste au-dessus. Et elle est dans un mode gardiennage. Donc toutes les 10 secondes, elle va toute seule changer d'angle pour aller regarder ailleurs. Ce qui est vraiment pratique. Bon, là le câble, vous voyez, c'est un peu le problème. Que ce câble ne soit pas assez long ou que la caméra ne soit pas alimentable en PoE. Puisque on est obligé de l'alimenter électriquement. Nous pour l'instant on a fait ça, après on mettra une boîte de dérivation, etc. Bien sûr le conseil c'est de mettre la caméra le plus loin possible d'atteinte par un humain, quelqu'un qui voudrait jeter quelque chose dessus, la taper avec une barre par exemple. Si je prenais ça et que je tapais sur la caméra, bon bah ça foutrait un peu la merde. Donc par exemple tout là-haut, ce qui n'était pas intéressant pour nous pour cette installation. Donc voilà, on la voit fonctionner, là, elle tourne toute seule, elle fait son petit gardiennage. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est les images de nuit, puisque ça j'ai pu tester, et les illuminateurs infrarouges, ça marche vraiment pas mal. Donc bon résultat pour cette caméra. Alors, niveau interface web, je vais couper, voilà, on va mettre ça en plein écran. Alors en interface web, ça marche sur PC et Mac, il faut installer un petit plugin qui ne plaira pas à tout le monde. Je m'explique, le logiciel n'est pas signé, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait, etc. Il faudrait donc inspecter un peu son code par sécurité, ce que je n'ai pas trop les moyens de faire. Là, la caméra est donc fixée dans le jardin. Et pour l'instant, on n'a pas encore tiré le câble complet. Alors comme vous le voyez, il est possible de faire de l'affichage OSD On-Screen Display. C'est ce qui permet d'avoir l'heure et la date ici en haut, ainsi que le nom de la caméra, puisque si vous en avez plusieurs, vous pouvez les nommer. Et en fait, si vous en avez plusieurs, depuis la page web d'une caméra, on peut en afficher 4 ou 9. Je n'en ai qu'une pour faire ce test, donc j'ai pas pu faire vraiment différemment. Alors je crois que j'aperçois ma mère. Ah oui, il y a ma mère qui est là. Voilà, on peut un peu espionner ses parents en la suivant. Donc là, j'utilise la fonction PTZ de la caméra, c'est-à-dire ce qui permet de déplacer la cam. Alors, elle se déplace sur deux axes, l'axe horizontal et l'axe vertical. Ce qu'il ne faut pas oublier si vous voulez profiter de l'axe horizontal au maximum, c'est de fixer la caméra très en hauteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'est pas capable d'aller regarder beaucoup plus haut que son horizon. Alors que par contre, évidemment, elle est capable de regarder vers le bas. Donc là, on peut regarder le mur, ça c'est facile. Donc voilà, si vous voulez aller changer les angles, le mieux c'est de la mettre vraiment en haut d'un bâtiment un peu élevé. Ce qu'on n'a pas fait ici pour des raisons de simplicité d'installation. D'ailleurs, sur le PTZ, il n'est pas possible de limiter l'angle de rotation, donc on peut aller voir le mur si on a envie. Vous notez que la mise au point galère parfois un peu, c'est ce qui fait différer les particularités d'une caméra abordable comme celle-ci versus une caméra PTZ professionnelle qui coûte plutôt 1000 € et quelques, voire bien plus parfois. Il y a un autre point qui est le zoom, qui fait que on peut pas, la caméra ne sait pas à quel niveau de zoom elle est. Donc quand vous zoomez, ça zoome. Alors là déjà, bon, faut attendre, elle fait la mise au point. Donc on a un zoom optique 4 fois. On va avoir la mise au point de ces jours. Sinon, voilà. Donc ça c'est le résultat du zoom optique. Mais comme la caméra ne sait pas qu'elle est à son maximum, elle pourra jamais vous indiquer à combien elle est de son niveau de zoom. Coucou maman. Ah, là on peut continuer à la suivre. Là, en plein écran. Elle ne sait pas à combien elle est de son niveau zoom et du coup l'autre truc un peu chiant c'est que quand vous enregistrez des positions, puisqu'il est possible d'enregistrer des positions, par exemple si je dis
qu'on veut aller au preset portail. Merde, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, là ça va s'y rendre, pof, 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 comme ça. Bah, vous voyez, la caméra n'a pas dézoomé, puisqu'elle ne sait pas qu'elle a zoomé. Donc ça c'est un petit désavantage de ce modèle. Je crois que c'est parce que ça coûte beaucoup plus cher de faire un système qui sait à quel niveau de zoom il est, tout simplement. Donc là, PTZ, je veux aller à un autre emplacement, la maison, je clique, et la caméra va se déplacer à une position préenregistrée. Mais donc moi, je ne m'en sers surtout en grand angle, puisque si vous zoomez, ben, elle ne dézoomera pas pour aller dans une position autre. Dans les autres réglages, on peut donc ajuster différentes choses comme la position de départ de la caméra. Vous enregistrez une position et si le courant se coupe et qu'elle se rallume, elle va s'y replacer. La gestion des éclairages infrarouges, puisque la caméra contient des LED qui permettent de voir la nuit. Gestion des couleurs, il y a aussi un mode WDR, donc c'est un peu comme le HDR. Si on l'éteint ou l'active, vous verrez une différence de contraste, mais aussi une différence dans la gestion des lumières. Question réglage, qu'est-ce qu'on a? La gestion de l'installation, ensuite on a quelques menus sur l'état de la caméra, on peut lui donner un petit nom, faire des comptes dessus, renseigner les IP des autres caméras sur le réseau pour pouvoir les gérer à plusieurs, donc ça c'est quand même bien foutu. Après vous avez la gestion réseau qui va vous permettre de gérer si vous voulez utiliser en DHCP, si vous êtes connecté en Wi-Fi, à quel Wi-Fi se connecter, est-ce que vous voulez utiliser le DIN DNS, est-ce que vous voulez configurer un serveur mail pour vous faire envoyer les images par mail, est-ce que vous voulez utiliser un serveur FTP pour que la caméra y upload des images, donc ça c'est pas mal. Vidéo, ça c'est les réglages d'image, donc par exemple le mode HD à 1080p avec un bitrate de 4 mégas et 25 images secondes. Il faut avoir un bon réseau pour gérer ça. Ça ne marchera pas forcément sur les Wi-Fi un peu pourris. Et un second stream avec une qualité qu'on choisit. L'OSD, bon, taux de réglage très léger. Les zones privacy zones, c'est quand on veut faire des zones d'image qui ne doivent pas être affichés. C'est ce qui peut être obligé par la loi, par exemple. Snapshot settings, la caméra peut faire à intervalles réguliers des captures d'écran, des captures d'image. Donc là, on peut définir la qualité, la destination, à savoir soit la carte SD intégrée à la caméra. En fait, il y a un slot SD dans la caméra, il faut en mettre une, elle n'est pas fournie avec. Soit un serveur FTP. J'ai rien renseigné pour l'instant. On peut également éteindre automatiquement les diodes LED, par exemple de 8h à 18h. Voilà, il y a de la détection de mouvement, de son et d'entrée sur le port d'entrée. Donc ça, on va choisir les actions que ça définit. Est-ce que ça doit faire un son sur la caméra? Est-ce qu'on doit envoyer un mail, prendre un snapshot, faire un enregistrement, etc. Ensuite, il y a un menu record qui va permettre de définir les lieux d'enregistrement, donc pareil, FTP, carte SD, etc. Qu'est-ce qu'on doit enregistrer sur alarme, combien de temps avant et pendant combien de temps, etc. Donc ça, c'est tous les comportements pas mal. PTZ, c'est donc la gestion de... en fait, PTZ, ça veut dire Pan, Tilt and Zoom. Donc ça, on va gérer la vitesse ici, donc il y a 5 réglages, pardon. Est-ce qu'on utilise ou non l'autofocus, la vitesse du zoom et du focus. Cruise settings, c'est des réglages de gardiennage, on enregistre des positions, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure sur la caméra, elle tournait toute seule. Position de garde, starter time. Après, un système de firewall, d'enregistrement des réglages et aussi de mise à jour du système, du firmware, ainsi que playback. Donc si vous avez une carte SD dans la caméra, vous allez ici pouvoir relire ce qu'elle enregistrait. Donc je pense que je vais en mettre un de ces 4, puisque ce serait quand même pas mal qu'elle puisse enregistrer ce qui se passe, c'est-à-dire que même si on n'a pas internet, la caméra puisse enregistrer. Alors il faut savoir quand même un truc, j'ai plus l'image. Il faut savoir quand même un truc, c'est que la caméra peut être prise avec un système cloud. Alors c'est un grand mot, mais de gardiennage. Elle peut être prise avec un système de cloud fourni par Foscam, qui n'est vraiment pas très coûteux, auquel on peut souscrire depuis leur app, et qui fait qu'elle enregistrerait automatiquement
des vidéos, donc ça c'est cool pour les gens qui n'ont pas d'enregistreur vidéo centralisé. Vous voyez là on est sur un mouvement de gardiennage, j'ai défini que la caméra devait bouger toutes les 10 secondes sur une position préenregistrée. Voilà. Alors nous voilà sur la partie vision de nuit de la caméra. Ça c'est une capture d'écran depuis mon iPhone qui est installé avec l'application Foscam. Donc on voit l'utilisation ici de pré-réglage PTZ, c'est-à-dire de demander à la caméra de se rendre à une position prédéfinie. Comme j'ai expliqué précédemment, on ne peut pas régler le zoom dans les pré-réglages PTZ puisque la caméra ne sait pas à quel niveau de zoom elle est. Vous voyez, en éclairage avec les illuminateurs infrarouges, on voit quand même plutôt pas mal. Là, on était installé dans un arbre. C'était avant que on bouge la caméra pour une position plus définitive. Et on peut aussi avoir les gardiennages, ça s'appelle initial dans l'app, c'est pas très bien traduit, mais le gardiennage, c'est ce qu'on a vu aussi précédemment dans l'interface web, la possibilité de faire que la caméra se rende à des points définis à la main, à des intervalles qu'on choisit. Donc par exemple 10 secondes pour une première position, 20 secondes pour une autre, 15 pour une troisième, etc. etc. Voilà. En tout cas là le but c'était vraiment de montrer l'éclairage IR qui comme je l'expliquais tout au début de la vidéo va utiliser des éclairages différents selon le niveau de zoom que vous utilisez. Donc ça je ne sais pas trop comment elle fait puisque comme elle n'est pas censée connaître son niveau de zoom, elle aurait du mal à basculer, mais c'est ce qu'explique Foscam. Une petite, voilà, des petits balayages horizontaux dans l'interface. D'ailleurs, l'appli mobile Foscam est pas mal. Elle aide à ajouter la caméra à son compte, définir le mot de passe administrateur dès le début pour éviter de laisser un mot de passe par défaut. Des bonnes idées. Là, dans l'interface, on peut couper l'éclairage infrarouge. Quand on fait ça, on ne voit plus rien de nuit, évidemment. Là, il était donc 22 heures et si on clique le petit bouton, eh bien, c'est difficile de s'y retrouver. Voilà pour ce tour de la Foscam. Bon, c'est l'heure de faire un point sur cette caméra. Et ben, après l'avoir un peu utilisée, et après avoir utilisé Foscam il y a très longtemps, qui était quand même pas au même niveau qu'aujourd'hui, ils se sont bien améliorés. C'est pas encore parfait. Il y a des choses à perfectionner, notamment sur la traduction de l'application, sur parfois la clarté de certaines instructions, sur le fait que la caméra pourrait être donnée avec un petit guide, un petit guide papier pour percer son mur ou un système qui permettrait de l'installer plus facilement au mur puisqu'il est difficile d'accéder aux 4 emplacements pour les vis puisque la caméra déborde un peu dessus en profondeur. Je ne sais pas si vous avez déjà installé ce genre de truc, mais c'est dur à expliquer. On la trouve pour un peu moins de 300 euros sur Internet et je trouve que à ce prix-là, ce qu'elle fait, c'est pas dégueu, la qualité d'image est super. C'est compatible avec pas mal de systèmes, puisque derrière la caméra donne un flux vidéo. L'application mobile, c'est très très correct. C'est pas du niveau de ce que fait Nest par exemple, mais Nest n'a pas vraiment la même approche. C'est un peu plus intégré, ils ont moins de produits, donc moins de paramètres à gérer. Mais le boulot est tout à fait correct. J'aurais aimé du PoE, et j'avais noté d'autres choses, mais je vais essayer de les retrouver. J'aurais aimé évidemment la mémoire du zoom. Il n'y a pas de cache pour la prise antenne Wi-Fi. Donc si vous la débranchez et si vous enlevez l'antenne, eh bien le contacteur est à mon avis assez exposé à de la corrosion. Euh, voilà, j'avais pas non plus 12 millions de critiques sur le truc, mis à part qu'évidemment c'est donc des marques qui n'ont pas forcément eu une très bonne image ou étaient très précautionneuses de la qualité de leur firmware et c'est ça qui a donné lieu à de nombreuses attaques. Mais ça, c'est pas lié à ce produit en lui-même, c'est plus lié à l'industrie de la caméra OEM, c'est-à-dire des caméras fabriquées par une seule usine et ensuite rebrandées par des tonnes de fabricants qui font tous leur firmware pas très protégés.